Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver sur notre beau plateau cette fois. Tech & Co, l'émission du streaming, vous la connaissez maintenant. Et aujourd'hui, on va un petit peu s'intéresser à une série qui en streaming cartonne tout simplement. C'est la série Arcane. Arcane, production française, j'ai envie de dire cocorico pour cette émission. Série d'animation française, adaptée d'un jeu vidéo qui est un véritable phénomène sur Netflix. Les ultimes épisodes ont été diffusés il y a quelques jours et ça fait beaucoup parler. Promis, déjà je vous le dis, il n'y aura pas de spoiler dans cette émission, on ne va pas vous gâcher si vous n'avez pas vu la saison 2 d'Arcane, mais on a quand même plein de choses à dire dessus, il n'y a pas besoin de spoiler. Pour m'accompagner cette semaine, de magiciens des séries qui maîtrisent l'Arcane. Tout d'abord Salambo Marie, salut Salambo. Salut. Journaliste série cinéma pour Numérama. Tout à fait. Et Charles Martin, salut Charles. Salut. Charles, journaliste série pour le magazine Première, toujours, et pour le site aussi. Ouais. Merci à tous les deux d'être là, on va se régaler, on a une très belle émission. Partons sans plus tarder pour Piltover et son monde souterrain. C'est notre émission sur Arcane. Et voilà, Arcane, c'est déjà fini. Bah oui, voilà, ça n'aura duré que 2 saisons. Aussi géniale soit-elle, la série créée par le studio français Fortiche s'arrête. Série adaptée du jeu vidéo League of Legends. Il y aura eu 2 saisons de haute volée. Globalement, tout le monde est assez unanime pour acclamer cette production. La première saison était sortie il y a plusieurs années. Maintenant, il s'est écoulé 3 ans entre la première et la deuxième. Ça avait été un énorme carton, mais surtout un carton surprise quand même, personne ne s'attendait à un tel succès. On va d'abord revenir un petit peu sur l'actualité puisque c'est cette saison 2 qui est désormais terminée. Salambo, Charles, vous l'avez vu, sans rentrer dans les détails, on va dire, on va pas spoiler nos auditeurs et nos spectateurs. Comment vous avez trouvé cette saison 2 ? Est-ce qu'elle était au niveau de la saison 1, Salambo ? Alors, à la fois je la trouve meilleure que la saison 1 et à la fois je trouve la fin très précipitée. Ce qui s'explique en partie, on en parlera peut-être tout à l'heure des conditions de production, mais la série aurait dû compter 5 saisons à l'origine et finalement l'équipe a décidé de réduire à seulement 2 saisons, ce qui explique que certaines intrigues sont un peu précipitées sur la fin. Donc moi je trouve ça un peu dommage d'avoir une série de cette qualité et de la finir de cette façon. Ceci étant, la saison 2 est exceptionnelle en termes d'animation et je trouve supérieure à la saison 1 de ce point de vue-là. Juste, je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages qu'on nous introduit sur la fin de la saison 1 et qui la prennent de l'importance pour du coup rester seulement quelques épisodes. Enfin, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher vraiment à eux. Mais globalement, quand même, Arcane pour moi reste une des meilleures séries Netflix et je pense leur meilleure série d'animation tout court en fait. On va préciser effectivement qu'il y a quelques changements entre la saison 1 et la saison 2. La saison 1 était presque une histoire, on va dire, intrafamiliale sur ces 2 sœurs, Vi et Jinx, qui s'opposent, qui ont un passé assez traumatique toutes les deux et qui vont entrer dans 2 camps différents pour... Voilà, il y a le monde souterrain, il y a Piltover qui est donc la ville haute avec, on va dire, la bourgeoisie, les gens aisés et les rejetés de cette ville du progrès, comme c'est son nom, qui vit dans le monde souterrain. La fin de la saison 1 annonçait une grande guerre, puisque donc il y avait un terrible attentat qui clôturait cette saison. Changement d'échelle, Charles, pour cette saison 2. On change un peu d'enjeu aussi. Est-ce que ça t'a convaincu ? Ouais, alors c'est vrai qu'on change d'enjeu. C'est vrai que, comme tu dis, on est dans une guerre beaucoup plus vaste, beaucoup plus que le drame familial qui se joue entre Jinx et Vi. Je suis assez d'accord avec Salambo sur le fond. Il y a, à mon avis, un problème de narration dans la saison 2. Alors que Salambo trouve précipité, c'est peut-être le cas. En tout cas, c'est très confus. On a un peu du mal à suivre, ça part un peu dans tous les sens. C'est le point noir de cette saison 2. C'est le seul point noir de cette saison 2 parce qu'elle reste quand même magnifique. C'est comme tu disais, Salambo, je pense que c'est plus réussi encore techniquement que la première. On en prend encore plus plein la vue. Il y a une progression de Fortiche là-dessus sur les nouveaux épisodes qui est indéniable, qui est donc un tout petit peu entaché par le récit qui est un peu trop dense, tout simplement. Alors, on va un peu se faire patriote là-dessus. On va dire que le récit, c'est plutôt les Américains qui l'écrivent. Ouais. En revanche, l'animation, c'est exceptionnel. Et ça, pour le coup, c'est 100% français. On le dit, c'est le studio Fortiche qui avait été révélé, qui avait déjà travaillé avec Riot sur League of Legends, mais c'était plutôt des trailers de jeux ou des petites cinématiques, des choses comme ça. Ils ont été révélés au monde entier avec cette saison 1 d'Arcane. Ils reviennent pour cette saison 2. Riot a investi, donc il y a encore plus de moyens. L'animation, elle est quand même... On n'a jamais vu ça.
l'animation est exceptionnelle, notamment sur cette saison 2. Ils tentent vraiment beaucoup de choses sur les introductions, notamment des épisodes. L'introduction notamment du premier épisode, par exemple, c'est une introduction qui a été faite entièrement au fusain à la main, puis réanimée par-dessus. Enfin, ça doit être un travail colossal. J'avais lu une interview de Christian Link, qui est le co-créateur de la série, et qui racontait que par semaine, un animateur arrivait à faire à peu près 4 secondes d'animation. Donc, c'est là qu'on comprend qu'il a fallu 3 ans pour faire une saison. Voilà, ça donne un ordre d'idée du niveau de détail sur lequel on est pour pouvoir arriver à ce résultat final. Ça explique le coût aussi. Et ça explique le coût faramineux qui a engendré la série. Plus de 200 millions, je crois. On est à 250 millions de dollars de production pour les 18 épisodes, donc pour les 2 saisons. C'est énorme. Production et promo comprises, c'est gigantesque. C'est la série d'animation la plus chère de l'histoire. C'est aussi pour ça qu'il n'y a que 2 saisons, c'est que ça coûte très très cher à produire. Et que c'est impossible à rentabiliser. Et concrètement, donc Riot Games, qui est Red Studio, qui possède League of Legends, un studio qui a beaucoup d'argent, parce que League of Legends, c'est quand même, donc faut dire, le jeu à la base de Arcane, c'est League of Legends, c'est un jeu multijoueur en ligne, tout à fait, qui compte 180 millions, je crois, de joueurs, une communauté énorme. Ça génère pas loin de 3 milliards de dollars de revenus par an. Enfin, c'est quand même mastoc, quoi. Donc eux, ils peuvent se permettre ça. Sachant que Netflix paye une partie des droits, je crois qu'ils récupèrent 3 millions par épisode, un truc comme ça, Riot. Donc eux, ils sont un peu à perte, globalement, c'est ce qu'on comprend. Ils sont prêts à prendre sur eux pour développer la marque, développer League of Legends et Arcane. Et Fortiche, du coup, a profité de ça et a profité de ce budget démentiel pour faire quelque chose de complètement révolutionnaire. C'est vrai qu'en termes d'animation, on n'a jamais vu un truc pareil. Tu le disais, on va revenir un peu sur d'autres choses, mais tu disais, c'est intéressant ce que tu dis sur League of Legends, qui est effectivement une licence qui est paradoxalement très populaire, une communauté énorme de plus de 100 millions, 180 millions de joueurs, mais c'est pas forcément un jeu grand public, c'est pas Mario, c'est pas Sonic, c'est pas les grandes licences du jeu vidéo que tout le monde a un peu en tête. C'est un jeu de gamers, j'ai envie de dire, qui se joue en e-sport, qui a une communauté très hardcore, mais qui n'est pas très casual, comme on dit, très grand public. Et le succès d'Arcane, il réside peut-être paradoxalement dans sa capacité justement à s'émanciper de ce jeu vidéo. On va écouter justement ce qu'en dit, je voulais vous faire écouter un petit, ou regarder si vous nous regardez sur YouTube ou sur le site, ce qu'en dit Christine Ponzevera, c'est la productrice de la saison 2 d'Arcane, et justement elle a évoqué ce sujet, on en parle juste après. L'idée, c'était de se dire, fort de la sortie et de la confiance que tout le monde nous accordait, allons plus loin, poussons les émotions, poussons le spectacle. Et surtout, pour nous, le vrai challenge, c'était de bien finir cette histoire. On n'a pas cherché à faire un jeu, on a cherché à faire un film, une dramaturgie. Voilà, on est dans des émotions, on est dans des conflits entre les personnages. Donc on était d'abord en train de raconter une histoire. Après, on n'a pas travaillé tout seul. On a travaillé vraiment très très proche des équipes de Riot, autour de Christian Link justement et Alexis, les 2 créateurs de la série, qui eux connaissent vraiment sur le bout du doigt tout l'univers de League, les personnages. Ils ont créé eux-mêmes des personnages, c'est leur histoire, leur parcours à eux chez Riot. Donc on était guidés, on était accompagnés. Voilà, donc Christine Ponzevera, qui est la productrice d'Arcane, qui a été interrogée au micro de l'excellente Melinda Davansoulas, que vous connaissez très bien sur Tekken Co, émission qu'elle a consacrée à Arcane, elle aussi, dans son émission multijoueur à voir en replay sur Tekken Co. Si je résume ce qu'elle dit, Christine Ponzevera, on fait une histoire, une bonne histoire, et après on voit si ça match avec le lore, l'univers de League of Legends. C'est ça la clé du succès d'Arcane, c'est pas une série marketing. Ah bah complètement, enfin moi je sais pas si c'est ton cas Salambo, moi j'avais jamais joué à League of Legends, d'ailleurs j'ai toujours pas joué à League of Legends. League of Legends c'est vraiment un jeu de multijoueur d'une communauté qu'on connaît pas bien, c'est le monde du jeu vidéo, de l'e-sport, etc., dans lequel il faut être un peu introduit, il faut connaître ce monde-là. C'est par ailleurs effectivement un jeu assez compliqué. Et c'est un jeu complexe, évidemment, très riche aussi. Arcane, ça se base sur League of Legends, mais j'ai le sentiment que ça s'en est quand même assez éloigné et que l'essentiel est fait pour attirer un public différent, enfin un public de non-joueurs, très clairement. Je suis totalement d'accord avec ça, mais je vais apporter une petite nuance. Arcane est quand même très ancré dans le lore global de League of Legends, c'est-à-dire que on réutilise des régions, on réutilise quand même des personnages. Vi, Jinx, Caitlyn, ça ce sont des personnages qui sont jouables dans League of Legends, mais qui ont des histoires potentiellement un peu différentes. Mais on s'inscrit quand même dans
cette lignée-là et cet héritage-là de League of Legends, c'est pas complètement déconnecté non plus de ce que League of Legends a apporté au monde de la pop culture. Et notamment, je trouve que Arcane est très forte pour justement utiliser des petits détails que seuls les joueurs vont reconnaître. Par exemple, dans le fonctionnement, je pense notamment à une scène dans l'épisode final, je ne dévoilerai rien, mais en tout cas qui fait écho au fonctionnement même de League of Legends et à la façon dont les personnages sont dispatchés sur le champ de bataille. Et c'est des petits détails comme ça qui sont un peu disséminés aussi pour les joueurs. Il y a des petites références aux citations des joueurs et des champions dans League of Legends. Enfin, voilà, il y a plein de petits trucs cachés qui permettent aussi aux joueurs quand même de s'y retrouver dans Arcane. Et je trouve que c'est ça la force d'Arcane, c'est justement d'avoir réussi à prendre ces personnages-là qui étaient peut-être sur le papier très iconiques parce que c'était des champions jouables de League of Legends, etc. Mais de leur avoir offert une histoire vraiment aussi bouleversante et d'avoir aussi mélangé quelques personnages. Ce sera peut-être quelque chose qui divisera les joueurs, je pense, sur la saison 2 parce qu'ils ont un peu pris des partis pris un peu osés sur certains personnages. Mais pour moi, voilà, c'est ça la force d'Arcane, c'est de réussir à la fois parler au grand public en essayant de créer des nouveaux personnages, parce qu'il y a aussi des personnages qui ne sont pas dans League of Legends, et en même temps de reprendre tout cet univers de League of Legends pour parler aussi aux joueurs en fait. Et c'est assez remarquable puisqu'on en parle souvent, on est à l'époque des IP aujourd'hui, des licences où chaque studio de jeux vidéo, chaque studio de cinéma lance ses licences et après tout rentre dans un carcan. On en parlait sur Dune il y a 2 semaines, tout rentre dans un carcan stylistique, d'idées, etc. où on ne peut pas trop dévier. Là, effectivement, il y a quand même des libertés que Riot a autorisées, parce que Riot, donc l'éditeur du jeu, a quand même la main malgré tout là-dessus. Ils ont autorisé Fortiche et les producteurs et les scénaristes à dire voilà, c'est peut-être pas la vraie histoire de ce personnage pour vous. Nous, on estime que narrativement, c'est ça qui va marcher. Est-ce qu'on le fait ? Et Riot a été prêt à dire parfois oui, allons-y, quitte à se fâcher peut-être effectivement avec le cœur de la communauté. Parce que parfois, les studios, Netflix et tout, n'osent pas trop, en se disant il ne faut pas fâcher, machin, parce que sinon, ça va attirer du review bombing, les gens vont un peu nous sauter dessus. Malgré tout, on se rend compte que c'est un peu triste de se dire que c'est ça la bonne morale de l'histoire, mais que quand on se dit que l'histoire prime, c'est bien, quoi. C'est surtout qu'ils ont moi, je pense que ça, c'est vrai. Après, le gros succès de Arcane, c'est l'animation. On revient à Fortiche. C'est qu'ils ont aussi laissé à Fortiche le loisir de faire tout simplement de l'art, enfin de l'art animé, et ils y sont allés à fond. Et c'est là-dessus que Arcane se distingue de toutes les autres séries d'animation. On est quand même dans un moment charnière au cinéma et dans les séries sur l'animation en général, qui remonte un peu à Spider-Man New Generation de 2018. Tout cassé. Voilà, exactement. Qui a montré qu'on pouvait faire tous les codes et qui a montré qu'on pouvait faire différemment de l'animation au cinéma. Et le genre français profite de ça, s'enfonce dans la brèche et développe ça un maximum. Il y a le film Flow qui est sorti il y a quelques jours, qui est produit par un studio français aussi, qui est magnifique, qui a un super film d'animation hyper original. Il y a eu la série Blue Eye Samurai qui a été multiprimée aussi, qui vient d'un studio français et qui bénéficie beaucoup de ça, de cet engouement pour une nouvelle animation. Et c'est vraiment effectivement un point fort de l'industrie cinématographique française aujourd'hui qu'il faut absolument continuer d'exploiter. L'animation, c'est une chose, on n'arrête pas, on pourra en dire du bien pendant des heures. Moi, j'ai aussi envie de dire, Arcane, on vient pour l'animation, mais on reste pour les personnages. Tout le monde vend l'animation et à ce niveau, on se dit oui, c'est extrêmement beau, mais si ça avait été mal écrit ou mal avec des personnages pas intéressants, on serait peut-être pas resté très longtemps. Moi, je trouve, quand j'ai regardé Arcane, ce qui m'a frappé, c'est ces personnages qui sont d'une complexité que j'attendais pas. C'est-à-dire qu'on me dit série tirée d'un jeu vidéo, action, steampunk, bataille. Je m'attends pas à avoir des personnages avec des traumas d'enfance. Enfin, moi, je trouve ça fou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'avoir osé des écritures de personnages aussi fouillées, c'est quand même fort, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que, en fait, la force d'Arcane, c'est aussi d'avoir réussi à créer des personnages qui ont de multiples histoires à raconter. C'est-à-dire que il y a l'histoire entre les deux sœurs, Vi et Jinx, mais en même temps, elles sont aussi prises dans un espèce de conflit politique qui les dépasse. Il y a aussi toute cette partie magie, fantasy, avancée technologique. Enfin, ça pose énormément de questions, énormément d'enjeux, que ce soit, je pense qu'on pourrait aller très loin en termes de philosophie, en termes de sociologie, enfin tout ce qu'on veut. Et pourtant, il y a quand même le cœur de ces personnages
personnages et leurs histoires personnelles qui sont quand même au centre. Mais je pense que ça bénéficie quand même à nouveau de l'animation parce qu'il y a aussi un énorme travail qui est fait notamment sur les émotions, sur les visages, quand les personnages pleurent. Enfin, je veux dire, moi j'y crois à fond. Quoi. Les détails de l'animation. Les détails sont sublimes. Les milliers de points sur le visage qui permettent de faire bouger ne serait-ce qu'un sourcil ou autre. Les détails sont vraiment sublimes et du coup je trouve que ils ont réussi aussi à, comme en fait la série a été diffusée aussi en 3 actes à chaque fois, la saison 1 c'était le cas, la saison 2 et 3 c'est épisodes aussi à chaque cas. fois, 3 épisodes à chaque par fois. Semaine. Et en fait à chaque fin d'acte, donc les épisodes 3, 6 et 9 ont toujours un énorme cœur touchant, on va dire. Il y a toujours une grosse scène, quelque chose vraiment d'émotionnellement très 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 fort. Et c'est ça qui fait aussi que je pense ça crée un lien avec les spectateurs parce que on nous explose des émotions à la figure et puis après il faut qu'on deal avec ça pendant une semaine en attendant la suite, quoi. Donc je pense que ça crée aussi ce qui apporte de l'eau au moulin aux gens qui disent que le binge watching est peut-être pas la bonne solution aujourd'hui pour construire des séries et que c'est peut-être pas non plus ce que le public, même s'il est content de les recevoir, aimerait avoir. Donc c'est aussi un argument qu'il faut prendre en compte. Faut qu'on s'arrête un peu 2 minutes sur le personnage de Jinx peut-être, qui est le personnage le plus intéressant de cette série, le plus complexe. En tout cas, moi je trouve que animation, prise de vue réelle confondue, c'est un des personnages les plus intéressants qu'on a pu voir dans les séries ces dernières années. Ouais, elle fait énormément d'allers-retours dans tous les camps et dans toutes les émotions possibles. Elle est à la fois la petite sœur, elle finit par être la grande méchante, et puis on va pas trop en dire parce qu'on va pas non plus faire de spoiler, mais c'est vrai qu'elle a cette capacité-là à aller d'un bout à l'autre du spectre avec toujours une émotion différente. Après, bon, c'est un personnage extrêmement torturé quand même, hein, du coup, elle a beaucoup de problèmes. Mais qui aurait pu facilement être une méchante, justement parce qu'elle a plutôt tendance à basculer dans les mauvaises actions. C'est ce qu'elle est à la fin de la saison 1 quand même. Voilà. C'est une pure mais méchante. même à la fin de la saison 1 ou au début de la saison 2, sans spoiler, on est toujours sur toujours sur un fil, un fil avec elle. On n'a pas envie de la juger. En même temps, des fois, elle fait des actes effectivement atroces. On se dit pas possible, si c'était dans notre monde, on serait obligé de la condamner sans même le moindre doute, quoi. C'est un peu ce que cherche à faire Caitlyn d'ailleurs. Enfin, bon, elle est pour le coup pas du tout dans la tolérance et le pardon globalement pendant une bonne partie de la série. Mais après, c'est un personnage qui marche beaucoup avec Vi, c'est-à-dire que leurs relations, elles se font écho en permanence. Moi, je trouve parfois un peu trop, c'est-à-dire que ça fait parfois un peu too much dans les allers-retours d'un épisode à l'autre. On a un peu du mal à comprendre comment elle a rebasculé. On dit, bon, donc là, d'accord, elle est comme ça, etc. Mais c'est vrai que c'est leur relation qui fonctionne et qui fait tout le cœur de la série. Moi, je trouve que ça fait du bien aussi de voir des personnages qui sont vraiment motivés par leurs émotions, en fait. Les émotions sont pas un tabou, c'est même ce qui les motive tout le temps. Jinx, par exemple, à la fin de la saison 1, elle fait effectivement des choses horribles, mais en fait, on bascule instantanément de l'un à l'autre, c'est-à-dire que bon, du coup on peut spoiler je pense la fin de la saison 1, donc à un moment donné donc elle tue quand même son mentor, voilà, et cet acte-là où on pourrait se dire c'est un acte de méchante ultime et genre elle va même pas s'en vouloir, si en fait on passe genre 5 minutes à ce qu'elle pleure dans les bras de celui qui l'a élevée, qui est assez déchirante derrière, qui est une scène assez déchirante, et je trouve que c'est là où l'écriture est très bien, c'est que c'est jamais manichéen, on n'est jamais sur effectivement c'est la grande méchante et on lui donne juste cet archétype-là. Non, en fait Jinx elle a des traumas, c'est ça qui l'a forgée, et je pense que tout le monde en fait peut se reconnaître un petit peu là-dedans aussi quand elle a des moments de détresse. Je pense que on peut un peu tous se reconnaître parfois sur des choses qu'on a pu vivre, et je trouve que c'est très fort d'avoir réussi à écrire des personnages féminins aussi complexes. Oui, parce que par ailleurs c'est une série qui repose en très grande partie sur des personnages féminins. Il y a finalement assez peu de personnages masculins de premier plan, ou en tout cas aussi intéressants que les personnages féminins, ce qui était loin d'être gagné par ailleurs sur une série tirée d'un jeu vidéo, comme une communauté pas toujours très féminine. C'est quand même un sacré pari qui est très réussi là aussi. Exactement, les personnages sont vraiment bien développés, elles sont pas définies uniquement par des hommes, voire pas du tout. Elles ont leur propre trajectoire. Les 3 personnages principaux que sont Vi, Jinx et Caitlyn ont des personnalités complètement différentes, mais se complètent justement et se répondent très bien, comme tu le disais sur les 2 sœurs. Et moi, j'avais un peu peur en découvrant Arcane, j'avoue, que Jinx soit une espèce de Harley Quinn bis. Des premières images que j'avais vues, j'avais un peu l'impression un peu folle, excessive, folle pour être folle, quoi. Exactement, et pas du tout. En fait, ils ont vraiment réussi à l'écrire de façon parfaite pour que elle ne tombe pas dans ce travers-là et que ce soit pas juste une antagoniste un peu folle sur les bords, on sait pas trop, En plus,
dépendante d'un homme. Justement, là, ce n'est pas du tout le cas. Elle est très indépendante. Voilà, il n'y a pas avec ses propres volontés, ses propres objectifs. Exactement. Je disais, c'est un peu triste parce que donc la série s'arrête. Il y avait cette complexité des personnages, cette complexité de l'intrigue qui aurait pu nous emmener jusqu'à la 5e saison, ce qui était le plan initial. On s'arrête après 2 saisons. Vous avez évoqué déjà quelques raisons, le fait que ça coûtait extrêmement cher, que c'était très long à produire, que probablement que Netflix y perdait un peu d'argent dans cette histoire. Alors, je ne crois pas que Netflix perde de l'argent. En tout cas, que c'était peut-être pas la série la plus rentable. Riot perd de l'argent probablement. Riot perd sans doute un peu d'argent, mais Riot n'est pas les comptes de Riot. une manne financière, tu l'as dit, voilà, sur le jeu vidéo, ils ont les reins très solides. leur aurait sans doute permis d'éponger. Et puis pour eux, c'est quand même une vitrine énorme pour leur jeu, pour League of Legends. Par ailleurs, on saura sûrement d'ici un an à quel point ça a boosté la communauté de joueurs de League of Legends. Maintenant, Arcane, c'est quand même pas non plus une série hyper regardée sur Netflix. Enfin, faut aussi tempérer ça. C'est une série extrêmement populaire qui fonctionne très très bien et à juste titre. Mais c'est 34 millions d'heures, je crois, sur la saison 1 regardée. Là, on est à 36 sur la saison 2 après 2 semaines. Bon, c'est très loin des chiffres des très très grosses séries Netflix qu'il y a pu y avoir, qui dominent le classement des plus gros succès. Est-ce que c'est pas dommage, même malgré tout, que Netflix tenait un peu un espèce de bijou, une série un peu vitrine aussi, ça qu'on disait tout à l'heure, peut-être leur meilleure série d'animation, qui se disent pas bon, on est prêt à assumer que c'est pas la série la plus rentable, mais on la lâche pas, quoi. Et finalement, ils la lâchent un peu aussi en cours de route avec Riot là-dedans, quoi. Alors je pense que pour le coup c'est pas Netflix qui a blâmé. Je vais un peu me faire l'avocat du diable, mais je pense que c'est Riot Games vraiment qui a un peu mis un stop parce qu'ils ont eux-mêmes opéré des vagues de licenciements énormes dans leur rang ces dernières années. Comme toute l'industrie du jeu vidéo qui est en souffrance. Exactement, l'industrie est dans un moment compliqué et Riot Games, même avec League of Legends, ne fait pas exception à la règle. Et je pense qu'ils ont énormément investi en fait dans Arcane, peut-être trop parce que c'était leur première série qui produisait, et je pense qu'ils savaient pas trop comment faire. Il y a une enquête qui était parue sur Variety il y a quelques semaines qui racontait un peu tout ça, et c'est grâce à ça qu'on avait su que justement le budget total s'élevait à 250 millions d'euros. Et en fait c'est aussi parce que Riot Games a investi énormément sur des champs qui n'étaient pas forcément nécessaires. Par exemple la promotion, ils ont dépensé je crois 80 millions d'euros rien que sur la promotion, ce qui est colossal. Le budget de promotion d'un énorme blockbuster hollywoodien, c'est énorme, et ça c'est seulement l'investissement de Riot Games, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris en compte que Netflix, de toute façon, allait faire sa propre promotion. Donc en fait, je pense que Riot Games est aussi un peu fautif sur la façon dont ils ont géré la production et la promotion de cette série. Et je pense que c'est malheureusement à cause d'eux, entre guillemets, que la série finalement finit par s'arrêter. Moi j'ai envie de dire, c'est pas très grave. C'est-à-dire que tu as 2 saisons, tu as 18 épisodes. Ça fait un bijou à l'arrivée. Oui, ça n'empêchera pas de re-regarder ou de revoir dans 5 ans. C'est peut-être mieux que finalement d'avoir 2 super saisons à d'avoir un objet en 18 épisodes qui se délite peut-être au fur et à mesure. Qui se délite parce qu'il y aurait moins d'investissement, que la production serait moins bonne et qu'on dirait la saison 3 on voit quand même qu'il y a moins d'argent, etc. C'est pas faux. Sachant qu'il y a peut-être un peu d'espoir pour les fans d'Arcane et les amateurs de Fortige, c'est que Riot Games en 2022 a investi, est devenu actionnaire minoritaire de Fortige, donc le studio. Si Riot investit dans un studio, c'est pas juste pour qu'il n'y ait qu'une saison derrière, donc potentiellement on peut imaginer qu'en fait il y a un projet peut-être de League of Legends Universe, qui va arriver. Ils ont déjà annoncé globalement d'autres séries de League of Legends. C'est juste déjà des plans, c'est pas très clair encore. L'histoire d'Arcane est terminée, mais peut-être qu'il y aura des spin-offs, d'autres séries dans d'autres le lore, comme on appelle ça, l'univers de League of Legends. Ça s'appelle Runeterra, l'univers de League of Legends, c'est le monde de Runeterra, et à l'intérieur de ce monde il y a plusieurs pays. On en a vu finalement qu'un petit bout à lorgnette, quoi. Donc en fait, il faut savoir que dans League of Legends, il y a plus de 160 champions jouables. Donc déjà, ça laisse un champ énorme de personnages à explorer. Et là, effectivement, ils ont annoncé 3 séries dérivées spécifiques sur 3 nouvelles régions qu'ils n'avaient pas explorées, dont Noxus, qui est une région qu'on voit un peu via les personnages d'Ambessa et de Mel qui en sont originaires. Donc, effectivement, là, ils n'ont pas fini avec l'univers de League of Legends. Ils ont annoncé que ce serait à nouveau en collaboration avec Fortiche. Et nous, ça nous va. Et nous, ça nous va, bien sûr, de continuer à suivre ces personnages. Et je pense qu'il y aura des liens. C'est pas anodin qu'on continue à suivre la région de Noxus alors qu'on nous a introduit 2 personnages très forts de cette région-là. On ne sait pas quand. C'est-à-dire qu'il va falloir quelques années. Ça sera la donnée temporelle. Effectivement, il va falloir prendre notre mal en patience, mais on pourra regarder Arcane en attendant. Voilà, c'est toujours très beau, c'est toujours très très bien. Allez regarder Arcane si vous ne l'avez pas vu et qu'on vous a donné envie de la voir. J'espère que c'était le cas. Si vous l'avez pas fini, la saison 2 est toujours vient de se terminer sur Netflix, donc n'hésitez pas. Allez la voir. Nous, en attendant, on va regarder autre chose, même s'il n'y a pas que Arcane dans la vie, c'est très bien, mais on va quand même regarder d'autres séries, c'est les séries de la semaine.
On termine donc avec 2 recos de nos invités, 2 séries très différentes que vous avez choisies. On va commencer à aller avec toi, Salambo, parce que c'est une série que j'aime énormément aussi. C'est la série Shrinking sur Apple TV+, qui revient pour une saison 2. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est bien, Shrinking? C'est incroyable, Shrinking. Pourtant, je pense que c'est très méconnu. Ouais, comme malheureusement beaucoup de séries d'Apple TV+, on en avait parlé, rattrapez Exactement. l'émission si vous ne l'avez pas vue. Mais... Exactement. C'est une série qui parle pourtant de sujets pas très drôles, qui parle de deuil, qui parle de thérapie, puisqu'on suit Jimmy, qui est un psychologue qui vient de perdre sa femme dans un accident de voiture. Donc bon, autant dire qu'il n'est pas au top de sa forme. Il doit aussi gérer sa fille qui est adolescente. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Et il va décider, en fait, le point de départ de la saison 1, c'est qu'il va décider de dire leur cas de vérité à ses patients, en fait, tout simplement. Voilà. Il va décider par exemple, il suit une femme qui est violentée depuis plusieurs années par son conjoint. Bon, il décide de lui dire, écoutez, je vous aide, on va faire en sorte que vous quittiez cet homme, on va prendre les choses en main. Donc il sort un peu du cadre de la thérapie telle qu'on la connaît. Il s'implique émotionnellement lui-même avec ses patients. Voilà, il s'implique énormément, ce qui va lui faire beaucoup de bien et qui va faire beaucoup de bien aussi à son entourage, mais pas que. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus, mais la saison 2 part sur quelque chose d'un peu plus dramatique qui a été la conséquence de cette attitude de sa part. Et la force de cette série, les forces de cette série, en fait, il y en a 2. D'abord, il y a la création, puisque la série a été créée par les mêmes créateurs que Ted Lasso, tout à fait, qui est quand même une série. Et on retrouve cet état d'esprit très Ted Lasso, un peu réconfortant, avec des personnages confrontés à des problématiques de vie très banales, mais tout ça est très bien écrit, très... J'allais dire cocooning un peu. Exactement. Donc on retrouve vraiment effectivement cette patte. Et la deuxième force, c'est le casting. On retrouve Jason Segel qui était le Marshall de How I Met Your Mother et là qui incarne donc Jimmy, ce fameux thérapeute là qui part un peu en vrille. À côté de lui, il y a Harrison Ford dans un rôle qu'on n'attendait pas, un rôle de psychologue très ronchon qui s'exprime uniquement à base de ouf tout le temps. C'est très drôle, très en autodérision du personnage qu'il est un peu dans la vie. Très drôle et on lui donne des choses très intéressantes à jouer, notamment il a une très très belle relation avec une femme, voilà, et je trouve ça très beau d'avoir aussi ce genre de relation. C'est rare en fait qu'on voit des relations amoureuses entre 2 personnages qui ont plus de 80 ans, donc quand même je tiens à le souligner. Et cette série à la fois parle de sujets très difficiles, donc agit effectivement quand même comme un baume au cœur sur certaines choses, et en même temps, je sais pas vous, mais moi personnellement quand je regarde une comédie, c'est très rare quand même que j'arrive à vraiment rire aux éclats devant mon écran. Souvent, je fais des c'est marrant. Voilà, bon. Là, Shrinking, vraiment, je rigole. C'est très, très drôle. Mais comme Ted Lasso, finalement, il y a des vraies situations comiques, il y a une écriture comique, du rythme comique qui est merveilleuse, quoi, moi, je trouve. Exactement. Et le timing est impeccable, les punchlines sont très bien écrites, Jason Segel joue très bien, l'alchimie avec Harrison Ford est Tout parfaite. est merveilleux. Voilà. Tout est merveilleux. Tout est merveilleux dans J'adore Shrinking. cette série. Allez regarder Shrinking sur Apple TV+. La première saison, elle est déjà passée. Et la deuxième, elle est en cours de diffusion. Donc, foncez. On va terminer avec une série plus sombre. On va un peu faire baisser l'ambiance. C'est très drôle aussi. C'est très drôle, mais dans un autre sens. Charles, tu nous recommandes, toi, Landman. Je vais faire à l'anglaise, Landman. Sur Paramount+. Exactement. Dis-nous tout sur cette série. Donc ça vient d'arriver, Landman, c'est sorti il y a 2 semaines, je crois. C'est en cours de diffusion, ça vient de commencer, il y a 3 épisodes. C'est une série Paramount+, donc c'est dispo sur MyCanal pour les 10 millions d'abonnés Canal qui ont, ils peuvent l'avoir directement via Canal. Donc c'est la nouvelle série de Taylor Sheridan, qui est le créateur de Yellowstone. Le très prolifique créateur de Yellowstone, voilà, qui n'a pas fait que Yellowstone et des spin-offs de Yellowstone. Il a fait Tulsa King, Mayor of Kingstown. Et, là, de 47 séries en cours. Voilà, je crois qu'il en a fait 6 pour Paramount+, globalement, depuis 5 ans. Globalement. Et donc là, il crée un truc qui se passe dans l'ouest du Texas, dans le milieu du pétrole, et il nous raconte comment fonctionne l'industrie du pétrole dans l'ouest du Texas. On n'est pas du tout à Houston, on est vraiment loin des grandes villes, presque loin de la civilisation. Et on suit Billy Bob Thornton, qui joue un espèce de fixeur, l'homme à tout faire d'un propriétaire d'une entreprise pétrolière indépendante, et qui est là pour régler tous les problèmes, pour gérer les derricks qui explosent, les conflits avec les cartels mexicains qui sont pas très loin, et qui lui-même a des gros problèmes familiaux avec sa fille de 17 ans, un peu dévergondée, une ex-femme un peu surexcitée. Enfin bon, voilà, c'est une espèce d'univers un peu surréaliste
qui raconte donc le monde du pétrole. Donc évidemment, il faut voir tout ça avec pas mal de recul, parce que c'est une série globalement républicaine, on va dire, qui est au premier degré. Attention, c'est pas une parodie, on n'est pas dans un sketch. Taylor Sheridan, c'est un mec du Midwest, etc., du Montana. Qui est assez long, qui ne produit pas à Hollywood, il produit tout ça depuis son ranch au Texas d'ailleurs. Exactement, donc lui-même est pas du tout dans une optique hollywoodienne, il a un regard d'américain lambda, j'ai envie de dire. Rural, plus rural probablement, donc voilà, ils écoutent de la musique country tout le temps, et ils fument des clopes, ils boivent des bières du matin au soir. Voilà, c'est une autre Amérique que celle qu'on a l'habitude de voir. Et où le pétrole n'est pas quelque chose de négatif. Exactement. Ça nourrit les familles. C'est là où il faut avoir un peu de recul, c'est-à-dire qu'ils expliquent quand même à longueur de temps que les énergies, alors ils disent les énergies alternatives et pas propres, ils le précisent, sont du bullshit et qu'il n'y a rien de mieux que le pétrole. Donc évidemment, avec notre regard à nous, ça paraît complètement fou. On tique un peu, mais si on regarde ça avec un peu de dérision, etc., c'est très très drôle, et notamment c'est très très bien dialogué. Donc c'est Sheridan qui écrit tout, je sais pas où il trouve le temps, mais il écrit tout. C'est vrai qu'il écrit un épisode par jour. C'est surréaliste. Wow. Et le pire, c'est que c'est bien, c'est-à-dire qu'il écrit vraiment très très bien. Bebop Thornton, il balance un nombre de trucs à chaque scène. Maintenant, c'est même un peu épuisant à la longue. C'est-à-dire que chaque scène, en fait, est une joute verbale entre entre cow-boys un peu surexcités. Et ça finit par être un peu fatigant, mais c'est très très drôle. Du coup, il faut regarder ça avec un œil un peu décalé. Et voilà, moi j'ai trouvé ça super. Voilà, une série qui offre un autre regard sur l'Amérique que la plupart des séries qu'on peut voir. Exactement. En tout cas, c'est intéressant aussi de regarder ce genre de série. Ça s'appelle Landman, c'est en cours à voir sur Paramount+, et donc via MyCanal pour tous les abonnés Canal+. Merci Charles, merci Salambo d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Émission à revoir comme toutes les autres, vous avez l'habitude, en replay, en podcast sur toutes les plateformes, sur YouTube, bref. On est partout et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.